Dans cette vidéo, on va voir comment transformer des formules, donc de la logique du premier ordre, sous forme normale conjonctive ici. Et à partir de ces formules sous forme normale conjonctive, on fera des démonstrations, donc en utilisant la résolution. Donc ce qu'on va être capable de faire en fait, c'est de dire, voilà, par exemple, cette formule est une tautologie, donc elle est vraie pour n'importe quelle interprétation. Et même s'il y a une infinité d'interprétations, on l'aura démontré en un nombre fini d'étapes. Donc on pourra aussi montrer qu'une conséquence valide est vraie, pareil, en faisant des démonstrations grâce à la résolution. Donc juste pour reprendre un petit exemple, donc ici, d'ailleurs on va faire un petit exo, vous allez essayer de m'interpréter en français, ça veut dire quoi ces trois hypothèses et que veut dire la conclusion. Donc là ici, les symboles utilisés, eux ça va être pour, donc on va parler de douane et de dealer de drogue, donc X passe par la douane, est entré dans le pays. Ensuite, V, ça va être pour est-ce que X est un VIP. S de XY, ça va nous dire Y a fouillé X. C, c'est pour X est un douanier. Et P, c'est pour X transporte de la drogue. Donc faites une petite pause sur la vidéo et essayez de me trouver le sens de ces différentes formules. Alors, si on regarde le sens de ces formules, donc la conclusion ici, ça dit quoi? Ça dit en fait, il existe un X tel que X est un passeur de drogue et en plus est un douanier. Donc c'est vrai que ça aide pour passer de la drogue d'être douanier en plus. Donc maintenant les hypothèses. Donc ce qu'on a, la première formule, elle nous dit quoi? Pour tout X en fait, si X est entré dans le pays, donc ici, et que ce n'était pas un VIP, ici, alors ça veut dire quoi? C'est qu'il existe un Y tel que Y a fouillé X et Y était un douanier. Ensuite, la deuxième formule ici des hypothèses, ça veut dire quoi? Il existe un X, X est un passeur de drogue et X est entré dans le pays. Et pour tout Y, si Y a fouillé X, alors Y est un passeur de drogue. Et la troisième, ça dit quoi? Pour tout X, si X est un passeur de drogue, alors ce n'est pas un VIP. Donc en fait, on peut bien conclure ça de ces trois hypothèses-là. Donc comme on avait vu la fois dernière, le petit logiciel, il nous permet de faire ça. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les transformations, donc le passage de tout ça, à cet ensemble-là. Et là, la première étape qu'on va faire, celle qui s'appelle mise sous forme normale négative, celle-là. Donc on l'avait déjà vu pour les propositions, mais bon, il n'y avait pas de quantificateur dans les propositions. On veut en fait éliminer ça, là. Donc les implications, s'il y avait des équivalences aussi, on voudrait les éliminer. Et on veut aussi mettre les négations au plus proche des prédicats. Donc là, c'est bon en fait, puisque la négation ici, elle est correcte, elle est plus proche, elle est collée au prédicat, ici aussi par exemple. Et ce qu'on va vouloir faire après dans la deuxième étape, la mise sous forme prénex ici, ça va être en fait de ramener tous les quantificateurs. Donc ici on voit, il est à l'intérieur de la formule, on voudrait ramener au début de la formule. Donc ces trois-là, c'est OK, ils sont au début de la formule. Mais les autres, par exemple celui-là, j'aimerais bien le ramener aussi tout au début de la formule. Donc si on remarque, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose qui va ramener les formules à quelque chose de proche des propositions. En fait. Après, on verra la mise sous forme de squelème, la squelémisation. Ça va être éliminer les quantificateurs existentiels. Et on va voir comment on peut faire ça. Donc en fait, on le voit ici, c'est les constantes qui apparaissent, mais je reviendrai bien sûr là-dessus dans cette vidéo, ou alors les nouveaux symboles de fonction. Et enfin, la dernière étape, celle-là, ça va être de mettre sous forme normale conjonctive, donc comme on avait vu dans les propositions, et on voit bien que toutes ces formules ici sont sous forme normale conjonctive. Alors, oui, n'oubliez pas que la négation de cette formule a aussi été transformée et mise à l'intérieur ici. Et une fois qu'on aura fait ça, eh ben, on pourra presque faire comme on a fait dans les propositions ici, la démonstration.
on créera des résolvantes. Par exemple, ça, c'est une résolvante entre ces deux choses-là. Donc, je vous rappelle, on avait vu ça dans les propositions. On avait vu, par exemple, si j'ai A ou grand A, et quelque part d'autre, j'ai non A ou grand B, la résolvante de ces deux choses-là, c'est A ou B. Donc, on va utiliser la même règle, sauf qu'il y a des choses, comme il y a des variables. Donc, si on regarde ici, il y a la variable x. Ici, c'est une constante. Donc, on va voir qu'il va falloir faire de l'unification. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire là, c'est ces quatre étapes-là. Ces quatre étapes-là. Et on va commencer par ça. Alors, celle-là, elle est assez simple, vous allez voir. Donc, c'est la forme normale négative d'une formule. Et on avait vu tout ce qui est là, en fait, c'est... Alors, jusque là, c'est comme dans les propositions. Ça ne change rien. Donc, je vous rappelle, par exemple, si je veux la forme normale négative, donc je vous rappelle, il faut éliminer en fait les implications, les si et seulement si, et coller les négations au plus proche des prédicats. Donc là, ici, quand on voit un AND, je vous rappelle, ce qu'on fait, ça ne change pas le AND, mais il faut bien transformer ce qui a le P et le Q ici. Donc c'est pour ça qu'on appelle bien récursivement NNF sur P, NNF sur Q. Donc tout le reste là, c'est... Ça, le OR, c'est pareil. Bon, l'implication, il faut justement transformer l'implication. Et là, ici, on utilisait l'équivalence sémantique qu'on avait déjà vu. P implique Q, c'est équivalent sémantiquement à non P ou Q. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on avait vu dans les propositions. Ce qui est nouveau, par contre, c'est les quantificateurs existentiels ou universels, donc les quantificateurs. Donc ici, ces deux-là, par exemple. Donc là, ce qu'on fait, ça va, il n'y a rien devant, donc on laisse le quantificateur tel quel, donc le pour tout x, mais on n'oublie pas de transformer ce qu'il y a à l'intérieur, donc ici le p en forme normale négative. Pareil pour le il existe, c'est la même chose. Par contre là, pour ces deux derniers cas, il faut utiliser, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu dans une des vidéos qu'on a l'équivalence sémantique suivante. Si je vous dis non, il existe un x tel que A, c'est équivalent sémantiquement à dire pour tout x, j'ai non de A. Et de ce côté-là, si je vous dis que non, pour tout x, la propriété A est vraie, c'est équivalent à dire il existe un x, donc il existe au moins un x pour laquelle elle est fausse. Donc on utilise exactement ça ici. Donc le note, c'est bon, il revient à l'intérieur. On rappelle NNF sur le note de P. Et cette fois-ci, vous voyez que le pour tout, il a bien été transformé en il existe, comme indiqué dans ces équivalences-là. Donc oui, petit rappel, quand on fait des appels récursifs, c'est vrai qu'il faut faire attention qu'on ne boucle pas à l'infini. Mais là, on voit bien que le NNF ici, donc le NNF ici, on le rappelle sur quelque chose qui est plus petit. Note de P, c'est plus petit que tout ça. Que note for all. Donc on a un opérateur en moins. Et le dernier, le note exist, c'est la même chose. Le exist c'est bien transformé en for all et on rappelle récursivement ici. Donc voilà, ici on a notre transformation, donc on a ajouté quelques cas, les 4 derniers cas ici par rapport aux propositions. Donc là c'est bon, on s'est débarrassé des implications, des si et seulement si, et les négations, on les a fait descendre au plus bas. Ok, donc si on prend un petit exemple, ici, on va essayer de mettre ça sous forme normale négative. Donc, comment on obtient la deuxième ligne? Donc déjà, voilà, ici, vous voyez l'implication. On l'a transformée en OU. Et il ne faut pas oublier de mettre un nom devant tout ça. Alors, je vous rappelle, pas faire de gaffe, le pour tout x, ici, il porte sur tout ça, jusqu'au bout. Donc, on va le refaire. Voilà, ici, si j'avais vraiment voulu arrêter le pour tout x, O implique, j'aurais dû mettre ça comme ça. Donc vous ne trompez pas dans l'interprétation des formules. Nous, on utilise cette convention. Donc ici, on va mettre un nom devant ça. Donc en fait, il va y avoir, celui-là va être transformé en OU. On a un nom qui passe devant ça. Et là, ensuite, vous reconnaîtrez deux Morgan. Donc c'est pour ça qu'on a non P de X ou non Q de X. Donc le reste, ça n'a pas bougé. Et ensuite, on fait la même chose en fait avec celui-là. Donc celui-là, ça va donner
le OU ici. Ensuite, le nom, il va porter sur quoi du coup? Il va porter sur ça. Et ensuite, on fait la transformation. Donc là, on voit le nom, quand il passe à travers un quantificateur, en fait, il le change. Donc ici, on a il existe Z et le nom qui est ici. Et donc ça, on peut s'arrêter là. C'est sous forme normale négative. Les négations sont au plus proche des prédicats. Là, comme on voit ici. Et on ne voit plus qu'apparaître des OU et des et. Donc c'est bon. Donc à vous de jouer pour celle-ci. Ok, alors on va aller regarder la solution sur le logiciel. Donc voici la formule, on lance ça et on obtient ça. Alors si on regarde, si je réécris la formule, on a pour tout x p de x. Et cette fois-ci, on a bien des parenthèses autour, donc le pour tout x, il porte que là-dessus. Implique maintenant, alors on va remettre toutes les parenthèses, il existe un y tel que q de y. Donc là aussi, encore une fois, on ferme la parenthèse, donc ça porte que là-dessus. Implique il existe z tel que p de z et q de z. Alors, si on s'occupe de celui-ci, donc là, on va avoir un OU à la place. Donc, hop, un petit OU. Ici, il faut une négation devant. Alors, si on transforme ça maintenant, le nom pour tout, le pour tout va se transformer en il existe et on va voir le nom ici. Donc, on va le faire. Donc, le pour tout s'est transformé en il existe et ici, on a la négation qui arrive là. Et on retrouve bien ce qui est là. Donc, ok, je ne me suis pas trompé. Ensuite, on a ça à supprimer, à transformer en OU. Donc, on le fait. Donc, on a le OU. On n'oublie pas de mettre le nom devant, ici. Et maintenant, on va transférer le nom à l'intérieur. Donc, le il existe va se transformer en pour tout. Et là, on aura un nom ici. Et je retrouve bien ça, donc pas de problème. Et maintenant, ici, il n'y a rien à faire, donc c'est OK. Donc on retrouve bien la même chose qu'ici. Donc ça, c'est OK. Alors, pourquoi pas en faire un autre? Vous avez qu'à... OK, donc à vous de jouer sur celui-là. OK, donc si on lance le programme, on obtient ça. Alors, on va essayer de le faire. Donc, pour tout x, donc voilà, j'ai réécrit la formule. Et donc, n'oubliez pas, voilà, le pour tout ici, il est stoppé par cette parenthèse-là. Et voilà, alors là, ici, on a un truc un peu spécial, en fait. Si vous remarquez, on a un il existe z ici et un il existe z ici. Donc, en fait, ce il existe z là ne sert absolument à rien, puisqu'il n'y a pas de variable z à l'intérieur. Parce que celle-là, en fait, je pourrais, comme je vous ai expliqué, le transformer en ça, c'est pareil. Donc, ce z-là, en fait, il n'intervient pas dans cette formule-là. Ok, donc ce qu'on n'a qu'à faire, c'est virer celui-là. Donc on va mettre un OU à la place et le nom va être là. Donc ici, on va mettre un nom ici et un OU ici. Donc ça, c'est OK. Donc ici, on transfère le nom à l'intérieur. Donc le pour tout va se transformer en il existe. Et on va avoir un petit De Morgan à faire ici. Donc il existe X, non, ce truc-là, faut pas oublier. Et maintenant un petit De Morgan, donc non P de X et non R de Y, pardon. Alors, est-ce qu'on a fini? Non, pas tout à fait, puisqu'il y a ce nom ici à transférer aussi. Donc là, ça va faire la même chose. Le nom, ici, ça va se transformer en pour tout Z et un petit nom devant tout ça, donc un petit De Morgan encore une fois. Donc on aura non P de Y ou non Q de Z. Et là, c'est fini. Alors, est-ce qu'on retrouve bien la même chose qu'ici? Oui, là, c'est bon. On a le OU. Alors, existe Y. Alors, lui, il met en une fois ici l'affichage.
plus court, mais ça veut dire il existe y, il existe z, q de x et tout, c'est bon, tout est ok. Donc voilà, donc on a vu la forme normale négative, et ce qu'on a ici, c'est, comme on a utilisé que des équivalences sémantiques dans les transformations, et ben, pour une formule quelconque f, la forme normale négative qu'on vient d'obtenir est sémantiquement équivalente à f. Donc on n'a rien perdu en fait en faisant cette transformation-là. On va voir maintenant la mise sous forme prénex. Donc l'idée, c'est de ramener devant les formules les quantificateurs. Alors, vous devez vous rappeler de ça, on avait vu ça dans les vidéos précédentes, ce sont des équivalences sémantiques, et voilà, la phrase importante c'était « où x n'est pas libre dans B ». Donc il va falloir qu'on fasse attention, par exemple, quand on a cette formule-là, si jamais je remonte ce quantificateur en tête de formule, ça va être ça. Donc il ne va plus être bloqué par les parenthèses, et donc on va voir tout x, p de x ou q de x. Et là, le x maintenant ici, il se fait capter par le quantificateur. Donc on veut éviter ça, parce que je vous avais montré des exemples où ça ne marchait pas du coup quand on avait ça. Mais on peut toujours faire ça facilement en fait, puisque le x qui est là, bien sûr, on peut changer son nom, ça ne changera pas le pour tout x. Donc ici, voilà, on a changé le x en z et c'est ok, et maintenant il n'y a pas de problème, on peut enlever ces parenthèses qui revient à mettre le pour tout z en tête de formule. Et il n'y a pas de problème puisqu'on voit que le x qui est ici, il n'est pas capté par ce quantificateur-là. Donc on va regarder du code maintenant pour réaliser cette transformation. Alors, la mise sous forme prénex, la fonction principale, elle est ici. Et donc celle-là n'est pas très compliquée en fait. Si vous voyez, si j'ai le pour tout qui est au début, bah en fait je le garde au début, il n'y a pas de problème, il est déjà bien placé, mais j'appelle récursivement prénex sur la sous-formule. Donc ça voudrait dire on a une formule comme ça, tout x, p. Donc là, il faut maintenant remonter les quantificateurs sur cette formule-là. Mais le pour tout x est bien placé, donc c'est OK. Pour le il existe, c'est la même chose. Donc ici, on garde le il existe en tête de formule, mais on appelle bien récursivement prénex de p. Alors, sur les deux dernières, le AND et le OR, cette fois-ci, alors oui, je vous rappelle, pour la forme prénex, on va supposer qu'elle est déjà en forme normale négative. D'ailleurs, vous voyez ici, il fait lui d'abord un appel à NNF pour négative normale forme sur la formule. Alors en plus, il la simplifie pour que ce soit plus joli. Et après, on appelle prénex. Donc ici, on suppose que la formule, du coup, elle est sous forme normale négative. Donc maintenant, si on regarde cette ligne-là. Donc là, en fait, on a deux formules, P et Q. Et on va faire la transformation sur P, puis la transformation sur Q, ce qu'on voit ici, prénex de P, prénex de Q. Du coup, on va mettre le... Donc on obtient deux formules, P', Q'. Bien sûr, on remet un « et » entre les deux. Mais maintenant, en fait, ça veut dire que les quantificateurs ont été remontés. Donc ici, P' aura ses quantificateurs en tête, Q' aura aussi les quantificateurs en tête. Donc il faut remonter les quantificateurs de cette formule-là maintenant. Mais on sait que déjà, dans cette sous-formule, comme on a appelé prénex, les quantificateurs sont bien en tête, et dans celle-là, les quantificateurs sont aussi en tête. Donc c'est pour ça qu'on va appeler une nouvelle fonction qui s'appelle poolquants, qui va ramener les quantificateurs. Mais elle suppose que c'est déjà en tête dans les sous-formules. Donc pareil pour le OR. Le OR, on fait la même chose. On appelle prénex qui va remonter tous les quantificateurs en tête. Pareil pour ici. Et donc maintenant, il reste à ramener par-dessus le OR. Donc on va appeler poolquant. Donc ce que je mets là, c'est une version un petit peu simplifiée par rapport à ce que fait l'auteur. Je donnerai la version totale juste après. Donc on va regarder, voilà, c'est ce code-là qui nous intéresse. Alors encore une fois, le plus gros du travail, il est fait ici. Donc là, on regarde les différents cas de figure. Donc on voit, donc je vous disais, je sais que ça et ça, c'est sous forme prénex maintenant. Mais éventuellement, comme ce cas l'indique, j'ai un pour tout x qui est du coup bien en tête de la sous-formule, mais j'ai un et devant.
Donc j'aurai par exemple quelque chose dans ce genre-là. J'aurai une formule, donc si on prend par exemple le deuxième cas là, j'aurai une formule comme ça, j'ai le et au milieu, j'ai P, et ici j'ai un pour tout y Q. Et il faut que je remonte le pour tout y tout en début de la formule. Et éventuellement, je continuerai parce que ici, il peut y avoir encore des pour tout ou des il existe, mais ils sont tous en début de formule. Tout a déjà été remonté. Donc si on regarde ce que fait cette ligne-là, donc on va lui dire, ok, appelle-moi la sous-fonction, et je veux remonter, c'est celui qui est à gauche, donc c'est dans cette sous-formule-là, c'est pas dans celle-là. Donc là, cette fonction-là, c'est juste pour factoriser du code. Ensuite, je redonne la formule, donc je redonne cette formule-là, ici, donc la formule d'origine. Ici, un petit constructeur pour dire, ben, c'est un pour tout que je veux faire, comme on voit ici. Donc, on avait déjà vu ça, mais le make for all, c'est juste de faire ça. Donc, vous voyez, c'est juste construire en fait un for all. Ensuite, on dit aussi que l'opérateur ici, c'est un et. Donc, make and, encore un constructeur. Et là, on passe la variable du quantificateur ici et les deux sous-formules, donc P et Q. Donc vous voyez tout ça, ce pool Q va nous permettre de factoriser tout ce code-là. Après, si on regarde, c'est la même chose partout, sauf bien sûr que l'opérateur ici, le constructeur, va changer, et le constructeur ici aussi va changer. Donc voilà, pareil pour tout ça. Donc en fait, le gros du travail va se faire dans cette sous-fonction-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, les paramètres, on a vu, c'est le quantificateur, est-ce qu'il était à gauche ou est-ce qu'il était à droite? Ensuite, on a la formule d'origine, on a le constructeur pour le quantificateur, le constructeur pour l'opérateur, si c'est un et ou un ou. On a la variable du quantificateur, on a la sous-formule de gauche, on a la sous-formule de droite. Donc on va prendre une petite formule en exemple pour illustrer tout ça. Ok, donc on a cette formule-là et on veut remonter ce quantificateur-là. Donc si on regarde, on se trouverait dans la config que R serait à vrai ici, puisque c'est dans cette formule-là, la formule de droite, où il y aurait le quantificateur. La formule FM, ben, c'est toute cette formule-là, la formule d'origine. Le quantificateur, c'est un pour tout. Le X, c'est celui-là. Et P, c'est ça. Et Q, c'est ça. Donc là, on a P, là, on a Q. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de faire? Donc, cette ligne-là, on va essayer de chercher un nom qui n'est pas présent en variable libre dans la formule. Donc là, vous vous rappelez, FV, c'est pour free variable. On prend la formule d'origine, donc tout ça. Quelles sont les variables qui sont libres là-dedans? Donc si on regarde bien, il y a X, celui-ci. C'est vrai que celui-ci n'est pas libre ici, mais bon, on en a un qui est libre en tête, donc il ne faut pas le prendre. On aura aussi quoi? On aura X', celui-ci, et enfin le Z. Donc là, on demande une variante de X qui n'est pas présente dans les variables libres, justement pour éviter cette capture. Donc là, ça va nous rendre quoi? Il dit, ok, il fait variante, si vous vous rappelez, variante de X dans cette liste-là. Bon, normalement, ce sont des chaînes de caractères, tout ça. Et donc là, il va nous rendre, bah ok, pas X, donc j'essaye avec X', mais pas X' non plus. Donc tout ça, ça va nous rendre X secondes. Bon, je vais éviter ça parce que ça va porter à confusion. Donc voilà, on a X secondes. Donc voilà, dans Z, maintenant, c'est X secondes. Donc la chaîne de caractères, X secondes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait en dessous? Ok, alors j'ai juste rappelé qu'ici, on a X secondes comme chaîne de caractères, donc comme nouvelle variable. Donc, à cette ligne-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que nous, c'est left? Non, left, c'était faux. Notre formule ici, c'était à droite, donc on va s'occuper simplement d'ici. Mais ça serait symétrique
pour le L. Donc R est vrai, ok. Donc on va faire une substitution ici. Donc ici, on substitue quoi? On dit le X, donc celui-ci, je vais le remplacer par ma nouvelle variable, celle que je viens de trouver, donc X secondes. Et je remplace ça où? Eh bien, je remplace ça à droite. Donc, dans cette partie-là. Du coup, ça va nous permettre, en fait, dans ce quantificateur-là, puisqu'on veut le remonter, de n'utiliser aucune variable libre, de ne pas capter, en fait, de variable quand on va le remonter. Donc, c'est pour ça, ici, ce qui va se passer, c'est que le x, ici, va être transformé en x secondes grâce à cette substitution. Et donc là, on aura... Donc, on obtient x secondes, ici. Et là, bien sûr, avec la substitution, x secondes. Alors, pour être plus précis, la substitution ici, elle s'applique que sur Q. Donc, tout d'abord, on va avoir ça simplement x secondes là-dedans. Mais après, la dernière ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, celle-ci, eh ben, elle reconstruit la formule, donc cette formule-là, en utilisant le quantificateur. Donc, on voit que le quantificateur va être mis devant, en fait. Donc, le pour tout qui était là, il va être mis devant. Donc, ça va nous créer pour tout. Donc, la variable, c'est x secondes. Bon, je vais le remettre en jaune, celui-là. Donc, x secondes. Et ici, il ne faut pas oublier, en fait, qu'il faut remonter encore éventuellement des quantificateurs dans la nouvelle formule ici. Donc là, ici, on applique l'opérateur. Donc ici, c'était le et ici. Donc ici, alors si je le refais, on aura l'appel récursif dans tout ce que je vais écrire là, pour éventuellement tout remonter, mais là on en a déjà remonté un, c'est OK. Donc on aura P de x, x', et on voit que le x seconde n'a capté rien là-dedans. On remet l'opérateur grâce à hop ici. Donc l'opérateur ici c'était un et, donc on remet et on remet la formule Q, donc celle où on a transformé donc la formule Q' ici, et là on obtient du coup Q2, donc le x seconde est là, et le z ici. Alors ici, nous, l'appel récursif à poolcant, donc celui qu'on met là, on appelle avec ce nouvel argument, il s'arrêterait parce qu'il n'y a plus de quantificateur. Mais c'est possible en fait que dans la sous-formule là, eh ben, Q, il y ait d'autres quantificateurs qu'il faut ramener. Alors vous remarquerez que si jamais il n'y a aucun quantificateur dans P ou dans Q en tête, du coup, on arrête. Et on peut arrêter, en fait, rendre la formule telle qu'elle, parce que on suppose, je vous rappelle, que quand on appelle poolcant, les deux sous-formules, donc par exemple P ici et celle-ci, sont sous forme prénexe déjà. Donc tous les quantificateurs sont en tête. Donc bien sûr, si on n'en trouve aucun en tête, c'est que c'est bon, c'est OK, c'est fini. Donc voilà pour la mise sous forme prénexe. Donc il faut juste bien faire attention à ne pas capter des variables qui sont libres quand on remonte le quantificateur. Alors je vous montre juste ce qu'a fait l'auteur, la version totale. Elle se trouve donc ici. C'est presque pareil, sauf qu'il a rajouté deux cas. Il a dit, et en fait c'est pour faire des simplifications, il a dit, ok, si jamais j'ai quelque chose dans ce genre-là, pour tout x, j'ai par exemple P de x, imaginons, et pour tout y, Q de y. Donc ici, en fait, il va faire les transformations. Donc il dit, je veux transformer, c'est à gauche et à droite que je dois faire le pool. Donc ici, si on regarde de nouveau, donc là, vous vous rappelez, on a dit, est-ce que la formule où il y avait le quantificateur, c'était à gauche ou à droite? Là, il dit, on dit, il y en a un à gauche et il y en a un à droite. Donc, mais ça ne change rien, vous pouvez regarder, on fait
on utilise le même principe, mais en faisant cette fois-ci sur les deux parties. Par contre, là, ce qu'il fait de différent, c'est qu'il fait une simplification. Donc lui, ce qu'il dit, si vous regardez bien, il y a un seul, dans PoolQ, il y a un seul quantificateur qui est créé. Et donc les deux sous-formules, elles sont mises ici, mais on n'a pas deux quantificateurs qui suivent, pas un pour tout x, un pour tout y, avec éventuellement le renommage des variables, mais il n'en met qu'un seul. Pourquoi ? Donc quand on a ça, lui ce qu'il fait, il prend une nouvelle variable pour être sûr, comme tout à l'heure, on a vu, de ne pas capter des variables libres qui existeraient dans ces formules-là, si elles étaient plus compliquées. Mais il va faire ça, il dit, je crée tout z, p de z et q de z. En fait, il a mis la même variable maintenant pour les deux ici. Alors, est-ce que vous pouvez voir si vous trouvez que c'est correct? Bon, s'il l'a fait, c'est sûrement correct, mais pourquoi c'est correct? Alors, pourquoi c'est vrai? En fait, c'est à cause du symbole « et » ici que ça va être vrai le pour tout. Parce que là, si on regarde bien, cette formule, elle dit quoi? Pour tout x, p est vrai. Pour tout y, q est vrai. Donc, bien sûr, p et q sont aussi simultanément vrais pour n'importe quel z. Donc, on a bien dans ce sens-là. Maintenant, si on regarde celle-là, je vous dis que pour tous les éléments du domaine, la conjonction est vraie. Mais pour qu'une conjonction soit vraie, il faut que ça soit vrai pour les deux. Donc bien sûr, pour tous les éléments du domaine, on a encore une fois, donc on peut retourner dans ce sens-là, ça et ça. Donc c'est juste une simplification qu'il opère. Et il fait la même chose, par contre, quand on a avec un ou, c'est un il existe qu'il faut faire. Là, cette fois-ci, c'est il existe x, p de x, par exemple, et ou il existe y, q de y. Donc, ça ne marcherait pas avec l'opérateur pour tout. Mais je vous laisse essayer de vous convaincre de ça, mais là, ça marche bien aussi en faisant il existe, pareil, z. On a une nouvelle variable qui n'est pas libre dans les formules. Et on mettrait p de z ou q de z. Là, c'est important. Avec le il existe, il faut que ça soit un ou. Avec le pour tout, un et. Mais c'est juste une simplification qu'il opère ici. Ok, donc on va regarder un exemple. Donc, ok, regardons notre formule. Donc ici, alors, on va devoir d'abord, n'oubliez pas, la transformer sous forme normale négative. Donc, je vous laisse essayer de faire ça, mais vous devriez normalement obtenir cette formule-là. Maintenant, il faut qu'on remonte les quantificateurs. Alors, on a de la chance, en fait, il n'y en a qu'un à remonter, celui-là. Alors, comme on veut le remonter en début de formule, donc je voudrais le remonter ici. Alors, qu'on le remonte en fait ici ou juste un cran avant, ça ne change pas en fait. Alors, ah oui, j'oublie en fait, il y a aussi celui-là qu'il faut remonter. Alors, il y a un truc important, juste pour être sûr de ne pas se tromper, bien sûr, on peut suivre à la lettre l'algo que je vous ai montré. Quand vous avez une hésitation, il suffit de regarder l'algo pour vous convaincre du bon fonctionnement de la mise sous forme prénex. Mais je vous conseille en fait, quand vous avez une formule, de remonter tout de la gauche vers la droite. Parce que ce qui serait une erreur, c'est par exemple si j'avais ça, tout x, il existe y, par exemple p de x, y. Si jamais, et je sais pas, il y a quelque chose d'autre ici, donc enfin, il peut y avoir des choses autour. Si vous remontez, mais dans l'ordre inverse. Si vous inversez, vous mettez il existe y, tout x. Alors on avait vu des exemples. Intervertir un il existe avec un pour tout, généralement, ça ne marche pas. D'accord? Donc, je ne l'ai pas fait avec tout le monde, du coup, je suppose ce truc-là. Mais si vous regardez, par exemple, un exemple simple, si je vous donne tout x, il existe y, x inférieur à y, ou il existe un y tel que pour tout x, on a la même formule. Donc, si on regarde ça, si je prends par exemple les entiers naturels comme domaine, ça, est-ce que c'est vrai? Alors, pour tout x, oui, on peut trouver un élément supérieur, suffit de prendre le successeur par exemple. Mais ici, est-ce qu'il existe un y qui est supérieur à tout le monde? Non.
Il n'y a pas un nombre y qui est supérieur à tout le monde puisque n est infini. Donc voilà, c'est important l'ordre entre les il existe et les pour tout. C'est vrai que l'ordre entre pour tout, les pour tout, ça n'a pas d'importance puisque on peut voir ça comme si je prends tout x1 ou tout x2, tout x3, ça va balayer en fait toutes les paires, tous les triplés de variables. Donc si mon domaine c'était par exemple les entiers, j'essaierai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 par exemple. Mais faire ces triplés dans un ordre quelconque, ça n'a aucune importance en fait. On veut tous les tester, c'est tout. Donc on voit intervertir les pour tout ici, ça serait pas problématique. Mais il faut faire attention avec ça. Donc je vous conseille, vous partez de la gauche de la formule jusqu'à la droite et vous remontez les choses dans cet ordre-là. Vous ne devriez pas vous tromper. Ok, du coup on va remonter le y qui est ici. Donc on regarde déjà c'est quoi la portée du y, ça porte sur ça, c'est tout. Donc il va bien falloir qu'on regarde, vu qu'on va le remonter, est-ce qu'il n'est pas présent ici, il n'y a pas de variable libre qui s'appelle y, et aussi de ce côté-là. Donc il n'y a aucune variable libre qui s'appelle y, donc c'est tranquille, on remonte le tout y, on va le retirer. On fait de même pour le il existe z, donc celui-ci, sa portée c'est tout ça. Donc là encore une fois, il faut qu'on regarde s'il n'est pas présent ici, s'il n'y a pas de z libre ici aussi, donc aucune variable libre qui s'appelle z, donc on remonte le il existe z, et on peut réécrire la formule. Donc là, oui, j'ai fait une gaffe, j'ai inversé l'ordre des trucs. Bon, on va barrer tout ça et on va le réécrire bien. Ok, donc oui, faites bien attention dans les exemples qui suivent de mise sous forme prénex dans le reste de la vidéo. Des fois, rapidement, je dis, voilà, quand on veut remonter z, par exemple, ici, faites attention que la variable z ne soit pas libre ici, mais bien sûr, il faut aussi faire attention que la variable z ne soit pas libre de ce côté-là. C'est le Pascal du futur qui vous dit ça. Alors, donc le code, il est là, ça on l'a vu. Donc si on essaye avec le logiciel, ça, tiens, on n'a qu'à essayer ça, on va tester. Ça fait un petit exo en plus. Ok, donc on n'a qu'à essayer avec ça. Qu'est-ce que ça donne? Donc, il nous transforme ça en ça. Alors, éventuellement avec ces petites simplifications, mais on va voir, on va essayer de le retrouver. Ok, donc on va essayer avec cette formule. C'est parti. Ok, alors juste pour pas se tromper au niveau parenthésage, puisque le et est prioritaire par rapport au ou, on va quand même rajouter nos parenthèses ici. Voilà. Ok, donc si on remonte les quantificateurs, donc il faut remonter ces deux-là. Alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a quelque chose à faire gaffe parce que si vous remarquez, déjà celui-là, il va y avoir le y qui est libre ici. Donc il va falloir renommer. Alors il a renommé comment lui? Du coup il a changé le nom du y ici, on voit en y'. Donc on va faire pareil. Ici on a juste à rajouter un petit prime ici. Donc là ici on peut remonter du coup celui-là en tête. Donc si on fait ça, on obtient, donc on met le tout y' ici. Et maintenant il nous reste ça. Est-ce qu'il y a un z qui traîne? Il n'y a aucun z qui traîne. Donc c'est facile celui-là. On le remonte directement. Et ok. Donc on a notre formule. Et qui, alors si on met les parenthèses, ici, ici. Donc ces parenthèses-là ne servent plus à rien. Ok. Et est-ce qu'on réobtient la même chose? Donc on a ici non P de X, ça n'a pas changé. Non Q de X0, ça n'a pas changé. R de Y1, c'est bien là. Celui-là, on a le bon. Et ça n'a pas changé. Donc c'est OK, on a la bonne chose. Donc à vous de jouer maintenant pour cette formule-là. Ok, donc
On va regarder si on arrive à retrouver ce que va nous donner le logiciel. Alors, n'oublions pas aussi de transformer en forme normale négative avant de faire prenex, puisque ici, on voit qu'il y a des implications, et puis les noms ne sont pas au plus près. Donc, c'est parti. On va voir ce que lui nous donne. Ok, il nous donne ça, et nous, on va essayer de retrouver la même chose. Donc, je vais d'abord réécrire la formule. Ok, donc d'abord, transformons tout ça en forme normale négative. Donc, le impli qui va se transformer en OU ici, on va mettre un nom ici, transformer le pour tout en il existe, faire le de Morgan ici, et un petit de Morgan ici, sans oublier de transformer le il existe en pour tout. Donc, c'est parti. Donc, OU, le nom. Maintenant, on transfère le nom à l'intérieur. Donc, il existe, nom, et le OU se transforme en et. On fait pareil ici. Donc pour tout z, maintenant, le nom et le et se transforment en ou, et on n'oublie pas le nom ici. Donc ok, on a notre forme normale négative. Maintenant, il faut remonter les quantificateurs. Donc si on regarde bien, celui-là, il est à l'intérieur de ça. Donc il est bloqué dans ces parenthèses. Donc il faut bien le sortir à l'extérieur. Le problème, c'est qu'on a un x ici. Donc il faut qu'on renomme ce x-là. Donc ce qu'on n'a qu'à faire, c'est on fait attention, on regarde est-ce qu'il n'y a pas de x'. Donc on peut l'appeler x' celui-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est bien changer le nom. Donc on mettra un petit prime ici, un petit prime ici. Et quand on va sortir le il existe, ça ne captera rien dans cette partie-là. Donc c'est parti, on peut remettre le il existe x'. Donc non. Ok, donc on a toute cette partie-là, on a bien changé le x en x'. Et on arrive à la suite de la formule. Donc dans cette formule-là, on va essayer de s'occuper d'abord du il existe y, donc qui est ici. Et le problème, c'est qu'il y a un y aussi devant, donc il va falloir renommer. Donc on n'a qu'à l'appeler y'. Et y'. Donc si on remonte le il existe, il va se placer là, il existe y'. Et le reste de la formule, du coup. Donc le z maintenant qui est ici, en fait, il ne sert à rien parce qu'il y a un pour tout ici. Donc, on va l'enlever. Allez, on ne le considère pas. Et du coup, on s'attaque directement à celui-ci. Et donc, on va remonter celui-ci. Est-ce que ça va poser problème? Non, pas de z, pas de z, pas de z. Donc, on peut le remonter. Donc, on va finalement obtenir. Voilà la forme finale qu'on obtient. Alors, si vous remarquez, je n'obtiens pas tout à fait la même chose en fait que le programme. Alors oui, bon ici il y a des parenthèses, hein, comme le est prioritaire, il les affiche pas, mais c'est pas ça la différence. Sinon le reste ça a l'air d'être bon. Mais oui, qu'est-ce qu'il a fait alors? Si on regarde, ça c'est pareil, le début. Celui-là c'est pareil. Le nom, alors ici en fait, c'est pas la même chose. Et là, c'est la même chose. Alors, est-ce que quelqu'un voit ce qui s'est passé? En fait, il a fait une petite simplification. Alors oui, en passant, avant de parler de la simplification, lui, en fait, il n'a pas été comme moi violent. Il a gardé ce « il existe Z » même s'il ne servait à rien. Et c'est vrai, c'est dans le code que j'ai décrit, en fait, il ne fait pas cette simplification. Il ne regarde pas s'il y a un « il existe » qui servirait à rien. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve ici, en fait. Et donc, bon, à la limite, j'ai qu'à le remettre. Donc ici, j'aurais pu remonter celui-là et le mettre là. Comme ça, là, on est vraiment mécanique, on ne se pose même pas de questions. Et après, il remontait bien le pour tout z. Donc, la formule qu'il obtient, au final, lui, c'est ça, sauf qu'on ne voit pas apparaître, en fait, celui-là. Donc, c'est celui-là qui disparaît. Donc, essayez de trouver pourquoi. Et ça a à voir avec ça dans le code, ce que je vous montrais tout en dernier. Alors, c'est pas trop visible ici.
Mais c'est ça, ces deux lignes-là. Donc je ne veux pas tout effacer, sinon je vais perdre le reste. Mais c'est ces deux lignes, pardon, ici. Ce bloc-là. Là. Alors, ce qui se passe en fait, c'est au moment où on a fait cette simplification-là. Donc, je vais reprendre. Ok, donc lui, il a vu que les deux sous-formules, c'était ça. Et on va mettre des parenthèses ici. Et ça. Et il y a un ou entre les deux. Donc, séparé par des ou. Et il voit qu'il y a un il existe ici et un il existe ici aussi. Donc là, il va utiliser en fait la petite simplification, ce que je vous avais dit, si on a il existe x, p de x, ou il existe y, q de y par exemple, et ben on peut transformer ça. Donc on fait gaffe de prendre une variable qui n'est pas libre, et on va l'appeler par exemple z, il existe z, p de z, ou q de z. Et en fait, c'est la même chose. Donc il a fait cette petite simplification parce qu'il a vu qu'il y a le il existe x et le il existe y. Donc il a dû prendre un nom qui n'est pas libre. Donc il prend un nom qui n'est pas libre là-dedans. Donc il regarde les variables libres ici. Il y avait quoi? Ici, il y avait x qui était libre. Il y avait... c'est tout. Ici, il y avait y qui était libre, donc il ne faut pas qu'il prenne un nom parmi ces deux-là, donc il a pris x', ça lui suffit. Et c'est pour ça en fait qu'on voit, il a fait existe x', on a bien changé du coup ici, alors je vais le remettre là, on a il existe x', on a bien maintenant le nom p de x' ici, ce qu'on voit apparaître ici. Ensuite, le reste de la formule ici, ça ne change pas. Et maintenant, il fait disparaître aussi ce il existe en même temps. Et on obtient il existe z. Donc voilà, et le reste, c'est comme on a fait tout à l'heure. Donc je vous laisse refaire ça si vous voulez. Et normalement, vous allez voir que vous obtenez bien celle-ci. Ok, donc ce qu'on vient de voir, là encore une fois, la mise sous forme prénex, donc ramener tous les quantificateurs en tête, et ben ça ne change pas le sens de la formule, c'est sémantiquement équivalent. Ok, donc juste pour voir où on en est, donc on a fait déjà pas mal de choses. On a fait donc tout d'abord la mise sous forme normale négative, donc ça c'est fait. On vient de faire la mise sous forme prénex, et maintenant on attaque la squelémisation. Donc je pense que la forme prénex était sûrement le plus difficile. Donc là maintenant on va essayer en fait de se débarrasser des quantificateurs existentiels. Donc là, je vous rappelle, on s'était débarrassé des impliques, des équivalents, et on avait mis les négations au plus proche des prédicats. Mais sous forme prénex, on a ramené tous les quantificateurs devant, et maintenant on va essayer de se débarrasser des il existe. Comme ça, il ne nous restera plus que des formules universellement quantifiées. Et la dernière étape, étape 4, ça sera facile, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu pour les propositions. Enfin, quasiment. Ok, donc maintenant, on va voir comment se débarrasser des il existe. Donc si on regarde ici, si je vous dis par exemple, pour tout x, il existe un y tel que la propriété p de xy est vraie. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je choisis un x particulier, x1, vous pouvez me trouver un y, appelons-le y1, tel que la propriété là est vraie. Donc finalement, c'est cet item-là, c'est ce qu'il nous dit, c'est qu'il existe une fonction f, donc de d vers d, telle que pour tout x, j'ai p de x et f de x. Donc ce f, ça serait ce qui nous fait correspondre chaque x i au yi correspondant. Donc ce qu'on va faire en fait pour éliminer les variables existentiellement quantifiées, donc comme ce y ici, c'est les remplacer par des fonctions des variables universellement quantifiées qui les précèdent.
Bon, c'est un peu l'embrouille cette phrase-là, mais si on regarde concrètement, ici j'ai un il existe t. Donc lui, ça veut dire qu'en fait il est indépendant, il n'y a rien devant de variable qui serait avant. Donc on va pouvoir le remplacer, on le voit ici, par cette constante. Maintenant, si on prend cette il existe y, on voit qu'il y a un pour tout x devant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je choisis un x ici, donc par exemple x1, je peux trouver un y, par exemple y1, tel que voilà le reste. Donc ici, je vais transformer le y, donc il est ici, en une fonction de x. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc le y ici, ça a été remplacé par ça. Maintenant, si je regarde ici ce il existe v, lui en fait, il dépend de 2 pour tout. Donc le pour tout x qu'on a vu, oh c'est stylé, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Donc le pour tout u ici, le il existe v, pardon, il dépend du pour tout x ici et du pour tout u ici. Donc comme je vous disais, si je fixe un x1, maintenant si je fixe un u1 par exemple, bah, ce v, il est dépendant en fait du x1 et du u1 que j'ai fixé là. Donc on peut l'appeler v1. Donc lui en fait, c'est une fonction de x et de u. Là plus tard, si je garde le même x1, mais tout u, ça va balayer tous les éléments, donc imaginons que ce soit u2, et ben j'aurai un v2 qui dépendra de x1 et de u2. Donc c'est ce qui va être exprimé en fait, donc le v, il était là, et donc on voit maintenant, c'est remplacé par une fonction de x et de u. Donc voilà le principe. On va transformer les formules pour faire disparaître les quantificateurs existentiels et on les remplacera par des constantes ou des fonctions. Donc, pour prendre des exemples, donc imaginons cette formule-là, on n'a que un quantificateur existentiel, donc on va le remplacer du coup par une fonction de x et de y. Alors le symbole de fonction qu'on va utiliser, il faut qu'il soit nouveau. Il ne faut pas qu'il n'apparaisse dans la formule, sinon on va faire des liens avec quelque chose qui existait déjà. Donc on crée vraiment un symbole différent des symboles qui sont dans la formule. Donc là, ici, on créera une fonction. Alors le z, il est où? Donc il est ici. Est-ce qu'il apparaît autre part? Non. Donc voilà, on va remplacer. F, c'est un symbole nouveau. Et c'est bien une fonction des x et des y qui précèdent. Donc maintenant, si on prend celle-ci, il y a 3 quantificateurs existentiels. Donc le premier, ça va être une constante, puisqu'il n'y a pas de quantificateur universel juste avant. Donc le t qui apparaît ici, on va le remplacer par une constante, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc il faut bien sûr remplacer tous les t. Ensuite, le z ici, il dépend de ce x là, donc les z, donc on a un z ici, un z ici. Donc voilà, ils vont être remplacés chacun par la même fonction. Donc f, un symbole qui n'existe pas dans la formule. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il existe y qui dépend du pour tout x lui aussi. Donc y, il est là, et on voit nouveau symbole et toujours dépendant du x. Donc voilà, on a squelémisé cette formule aussi. Alors, à vous de jouer, essayez de squelémiser cette formule-là. Donc je vais montrer le code après parce que vous allez voir, il est assez simple. Et je crois qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté dans ce que je viens d'énoncer en français. Donc à vous de jouer sur ça. Ok, donc on va voir ce que fait le logiciel. Si on retrouve la même chose. Donc voici la formule. Il nous donne ça. Donc voilà le résultat. Et en fait, si on regarde la formule, on avait le il existe qui était là, et il y en avait, il n'y a qu'un seul il existe, et lui, comme il n'y a pas de pour tout devant, on le remplace par une constante, et c'est bien ce qui est fait ici. Donc dans le petit logiciel, il préfixe par c pour constante, et donc il apparaissait où? Le x', donc ici et ici, donc on retrouve bien la constante aussi ici. Donc voilà, c'est parfait, ça marche bien. Donc voilà le code. Donc le code, en fait, pour faire ça, c'est assez simple. Première chose qu'il faut faire, c'est d'aller chercher les symboles de fonctions, donc les constantes aussi, parce que je vous rappelle, une constante, c'est une fonction d'arité 0. Donc si on regarde un petit exemple, cette fonction qu'on va décrire, que je vais décrire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la formule ici et elle va chercher dedans tous les symboles de fonction. Donc 0, c'est une constante, donc c'est une fonction d'arité 0, c'est bien une fonction.
Ici, on a le fois et on a le 1. Donc, normalement, on devrait voir apparaître ici les chaînes de caractères, oui, fois 0 et 1. Si on prend ce deuxième exemple, on a donc ici c'est le prédicat, là c'est une fonction, une autre fonction à l'intérieur, donc on voit bien f et g. Ok, donc je vais maintenant décrire cette fonction-là. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de overatom. Donc overatom, c'était une fonction qui parcourait une formule, donc qui allait balayer tous ces atomes et accumuler des choses dans un accumulateur selon une fonction qu'on lui donnait à appliquer sur chacun des atomes. Donc là, ce qu'on va faire en fait, la fonction qu'on va lui donner, c'est celle-ci. Donc la formule qu'il va balayer, c'est celle-là. L'accumulateur initial, ça va être une liste vide. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur chacun des atomes qu'on va rencontrer? Donc un atome, je vous rappelle, c'est un prédicat. Donc le nom du prédicat ici, on s'en moque, mais ces arguments vont contenir justement les fonctions. Donc les arguments d'un prédicat, ça peut être des variables ou des fonctions. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est appeler notre fonction auxiliaire qui va aller récupérer tous les symboles de fonction dans les arguments. Et on va ajouter ça à l'accumulateur, donc à celui-ci. Donc maintenant, le gros du travail va être fait par aux, que je vais décrire. Alors oui, ici, setify, si vous vous rappelez, c'est pour enlever les doublons d'une liste, pour ne pas avoir des noms de symboles en double. Donc maintenant, le aux. Donc lui va balayer les arguments du prédicat, donc à la recherche des symboles de fonction. Donc le aux ici, s'il voit qu'il a tout balayé, ben, il rend la liste vide, il n'y a plus rien à faire. Sinon, si c'est bien une fonction, donc super, on a trouvé un symbole de fonction. Donc ce symbole de fonction, on va le rajouter à une nouvelle liste, ici. Donc bien sûr, dans les arguments d'une fonction, il peut encore y avoir des fonctions. Donc c'est pour ça qu'on rappelle aux sur les arguments. Un petit appel récursif sur les arguments. Donc qui va nous donner les symboles de fonction qu'il y aurait dans les arguments de la fonction. Donc juste pour donner un exemple, imaginons on était en train de balayer, ici on avait appelé aux avec des arguments. Donc argument c'est une liste, donc il y a une fonction, il peut y avoir encore une fonction à l'intérieur, un x, une variable par exemple, ici pourquoi pas une autre variable, et ici on aurait eu par exemple une autre fonction, je ne sais pas, g de 1 par exemple, et de h de 0 y par exemple. Donc voilà, une liste avec simplement deux arguments. Donc là, on était en train de balayer le premier argument, mais on voit que cet argument, cette fonction, donc on a récupéré son nom ici, bah, contient encore une liste d'arguments. Donc cet appel récursif, c'est ce qu'il fait. Mais ensuite, il ne faut pas oublier de faire un appel récursif sur le reste, là, donc sur cette partie-là, maintenant. Ok, donc voilà, et ça nous donne bien ce résultat-là. Ok, donc on arrive maintenant à ce que l'aime, donc qui va utiliser fonction. Donc l'idée en fait, c'est juste d'aller, quand on voit un quantificateur existentiel, eh ben, il va falloir donner un nouveau nom, et ce nom, ça va dépendre en fait des quantificateurs précédents, parce que si j'ai des quantificateurs universel qui précède mon quantificateur existentiel. Donc je vous rappelle, si jamais j'avais ça, et ça y est, je rencontre un quantificateur existentiel, bah là, le z, il faut que je transforme en une fonction de deux arguments. Mais la fonction que je donne, le nom de fonction, ne doit pas exister déjà. Donc c'est pour ça que ce qu'on va faire ici, si vous regardez là, quand on va commencer, je vais appeler la fonction auxiliaire qui va faire le gros du travail, mais je vais d'abord lui donner tous les noms de fonctions qui existent dans la formule. Donc ceux-là, on ne doit pas les utiliser. Mais les nouveaux noms de fonctions qu'on va créer petit à petit, il ne faut pas non plus les utiliser. Donc si on regarde les arguments de aux, ça va être quoi? Ça va être en premier la formule qu'on est en train d'analyser, donc celle-ci. Ensuite, ça va être les variables des quantificateurs universels qui vont précéder le il existe, par exemple ici. Donc à un moment dans cette liste-là, il y aura x, y, pardon. Donc ce qui va nous permettre de savoir le nombre d'arguments
et les variables correspondantes pour la nouvelle fonction à créer pour ce quantificateur existentiel. Et donc c'est parti pour le aux. Donc on match comme d'habitude sur la formule. Donc je vous rappelle, oui, on va supposer que la formule fm, elle est déjà sous forme prénex. Donc les quantificateurs sont tout au début de la formule. Donc si jamais on rencontre un quantificateur, alors on va commencer par le plus simple. Ici, si ce n'est pas un quantificateur existentiel, ni un quantificateur universel ici, ça veut dire qu'on a fini de balayer tous les quantificateurs puisqu'ils sont en début de formule et on peut rendre directement la formule maintenant. Sinon, le pour tout, c'est assez facile. Quand on voit un pour tout, on recrée une formule bien sûr avec un pour tout devant, toujours le x ici, ça ne va pas changer. Sauf que dans l'appel récursif, maintenant, on dit « Ok, je viens de voir un quantificateur universel, donc un pour tout, et voilà, je rajoute la variable du quantificateur aux variables que j'aurais déjà vues précédemment des autres quantificateurs universels. » Donc ici, l'argument, c'est la sous-formule, et ici, ce sont les symboles de fonction que je n'ai pas le droit d'utiliser. Donc maintenant, on arrive au cas d'un quantificateur existentiel. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Il faut que je crée un symbole de fonction. Donc le symbole de fonction, ce que je vais faire, c'est si je vois que les variables des quantificateurs universels, il n'y en a pas en fait, donc il n'y avait pas de quantificateur universel avant moi, donc je vais préfixer par C underscore pour dire constante, et je mets ici le nom de la variable du quantificateur existentiel. Donc ça va donner un nom. Sinon, je dis c'est une fonction, toujours encore avec ce y. Et maintenant, je vérifie, est-ce que les constantes ou les fonctions que je viens de créer ne sont pas présentes dans ce que j'ai déjà utilisé. Donc vous devriez reconnaître ici le variant qu'on a utilisé qui va mettre des primes si jamais c'est présent. Donc maintenant c'est bon, on a notre symbole de fonction, donc bien sûr qui peut être une constante, et on crée la fonction. Donc la fonction, donc bien sûr toujours avec fn, le nom de la fonction qu'on vient de trouver, un petit map ici pour faire quoi? Donc si vous regardez, tous les quantificateurs universels qu'on avait rencontrés précédemment, on a mis leur variable ici, leur nom de variable ici, et comme la fonction dépend de toutes ces variables, et c'est ce qu'on crée ici. On crée les arguments de la fonction que je suis en train de créer là, c'est toutes les variables. Donc dans ce cas de figure ici, on aurait une liste dans QVS, ça serait cette liste là, et du coup on créerait une fonction f de, alors ici si c'était z, donc on aurait mis z, et la fonction elle aurait x, y comme paramètre. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon, c'est quasiment fini. On arrive à ça, à cette ligne-là. Et cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc on fait l'appel récursif. Cette fois-ci, on n'oublie pas de changer le y, donc le y qui est ici, par la fonction qu'on vient de créer, dans la sous-formule p ici. Donc on va remplacer donc ici, là, par là, on va remplacer tous les z par la fonction. Et on se rappelle récursivement du coup, la liste des variables des quantificateurs universels, ça n'a pas changé. Par contre, on dit, ok, je viens de rajouter ce nom de fonction, donc tu ne l'utilises plus après. Ok, donc un petit exemple ici. On voit, si on squelémise ça, là il y a 2 pour tout, et il existe z. Donc ce z va changer, et il va être dépendant de ces deux-là. Donc le z, il est où? Il est là, et c'est tout. Donc on voit apparaître ici un symbole f de z, donc parce que le quantificateur il s'appelait z, la variable du quantificateur existentiel c'était z, et on voit les variables précédentes. Donc on met ici. Donc voilà pour le code pour la squelémisation. Alors juste, depuis tout à l'heure, en fait, à chaque construction, à chaque transformation, quand on a vu forme normale négative, mis sous forme prénex, on avait vu que ça conservait l'équivalence sémantique. Donc la formule d'origine, après les deux transformations qu'on a vues, mis sous forme normale,
négatif, pardon, mis sous forme prénexe, ça n'avait pas changé le sens. Maintenant, par contre, cette transformation, elle ne conserve pas l'équivalence sémantique. Donc on peut le voir sur cet exemple. Imaginons j'ai cette formule-là. Donc tout x, il existe un y tel que p de xy. Maintenant, si je fais la squelémisation, ça va être remplacé donc par un symbole de fonction qui dépend de x. Donc on obtient ça. Maintenant, si c'était équivalent sémantiquement, rappelez-vous, ça veut dire que pour n'importe quelle interprétation et n'importe quel environnement, bon là il n'y a pas d'environnement, l'environnement on s'en moque puisque la formule est close, donc je vous rappelle une formule close, c'est justement qu'il n'y ait pas de variable libre. Donc ce qu'on devrait avoir, c'est une équivalence entre ça et ça, donc pour n'importe quelle interprétation, donc en voici une, on devrait avoir les deux formules qui aient la même valeur de vérité. Donc si on regarde, est-ce que ça va être le cas? Donc on va prendre le domaine, les antirelatifs, la relation c'est strictement inférieur et on prend la fonction prédécesseur. Donc que nous dit la formule f? La formule f, elle nous dit quoi? Elle nous dit pour tout x, il existe un y tel que, donc on met le symbole inférieur, ici on a x et y. Donc pour tout x, il existe un y tel que x est inférieur à y. Oui, on a bien ça dans z. Il y a, pour chaque x que vous pouvez fixer, il y a toujours un élément qui est plus grand. Maintenant, si on prend f1, la formule dans f1, elle nous dit quoi? Elle nous dit, ok, on prend ce f là, du coup, là ça va tout changer. Donc il n'y a plus le il existe, mais du coup on remplace par la fonction. Et la fonction, elle nous dit, pour tout x, x devrait être inférieur à f de x. Mais le problème de f de x, ça voudrait dire du coup, pour tout x, x devrait être inférieur à x-1 a. Donc là, ça ne marche pas. Donc on voit que les deux formules ne sont pas équivalentes sémantiquement. Donc est-ce que c'est mal ça pour nous? Ça pourrait l'être, mais en fait non, parce qu'on a une propriété qui va nous sauver. C'est qu'en fait, si vous avez un ensemble H qui est contradictoire, l'ensemble qu'on aurait transformé, donc mis sous forme de squelème, donc squelémisé, et ben lui aussi est contradictoire, et vice-versa. Donc on a un si et seulement si. Et si vous vous rappelez, pour la résolution, nous on va essayer de montrer qu'un ensemble est contradictoire. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Pour nous, ce n'est pas un problème, vu qu'on a cette propriété et que c'est la contradiction qui nous intéresse. Ok, donc là, on arrive vraiment à la fin de nos transformations. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre sous forme normale conjonctive. Donc, je vous rappelle, la formule squelémisée, elle est de cette forme-là. Donc déjà, tous les quantificateurs sont en tête et il n'y a plus de quantificateurs existentiels et on a la formule. Et à partir de maintenant, en fait, on va supposer qu'il n'y a pas de variable libre dans les formules qu'on va manipuler. Donc les formules seront closes. Donc c'est ce que je vais dire juste après. Donc voilà, on obtient une formule de cette forme-là. Une fois que on va créer la forme normale conjonctive. Donc ça, créer la forme normale conjonctive, on a déjà vu. D'ailleurs, je vous le rappelle ici au transparent 60, c'est juste d'obtenir à la fin une forme, donc on aura des prédicats ici, P1 par exemple, des ou, séparer ensuite ces blocs-là par des et. Donc, je sais pas, non P1 ou P4, etc. Donc ça, c'est la forme normale conjonctive. Donc ça, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc maintenant, oui, on va supposer ça, que les formules ne contiennent pas de variables libres. Donc ce sont des formules closes. Et ce qu'on va faire, c'est, on veut recréer en fait un ensemble, donc comme on avait vu, un ensemble qui contient ici une clause, virgule, une clause, virgule, une clause. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est redistribuer tout ça. Et on a cette équivalence sémantique, donc on peut faire ça. Ça, avec le pour tout x devant, et ben, on peut mettre les pour tout x sur chacun des éléments. Donc voilà, ça va être notre forme finale en fait, où on va avoir un ensemble avec des pour tout ici,
pour tout, pour tout, pour tout. Une formule, une clause, donc prédicat 1 ou prédicat 2 ou pardon, prédicat 3, etc. Ici, encore des pour tout, encore une clause, virgule, etc. Et on termine. Alors, pour terminer, ce que je dis ici, donc oui, il y a un point important, on verra quand on va faire on va utiliser la résolution, c'est de ne pas, quand on va avoir ça, donc on va avoir une première clause par exemple, ensuite on va avoir une deuxième clause, je ne sais pas, R de X, ou pardon, Q de X, donc voilà, on va avoir un ensemble de clauses comme ça. Il faudra, en fait, comme c'est universellement quantifié, c'est pas forcément le même x ici que ici. Et des fois, ce sera important, en fait, vous allez voir plus tard, enfin, on va revoir ça dans la prochaine vidéo, quand on va faire les résolutions, etc., de pas créer des liens, en fait, de pas restreindre. Parce que ici, si je mets la même variable ici et là, c'est plus restrictif que si je dis, bah, ici, ça serait une variable potentiellement une autre, x', parce que je ne force pas le lien entre les deux. Bon, ça, je vais tout redétailler dans la prochaine vidéo. Donc, mais ce qu'on va faire, c'est renommer les variables des quantificateurs. On va, alors ça en fait, cette étape-là, je vais plus détailler ça dans la prochaine vidéo parce que ce qu'il faut faire attention en fait, c'est quand on va utiliser de bien changer le nom des variables. Après, par contre, pour s'alléger l'écriture, on va faire ça. On va omettre les quantificateurs universels parce qu'on va supposer qu'ils sont là. Ça veut dire que si je vois ça, là on voit l'ensemble de clauses, ici ça c'est une clause, et ben je sais, comme il n'y a pas de variable libre, que x1, il y a forcément un tout x1 pardon, devant cette clause-là. Alors je vais prendre celle-là, ça va être plus facile pour écrire. Donc par exemple ici, je vois qu'il y a un x1', donc je sais qu'il y a un pour tout x1'. Je vois qu'il y a x'(n) pareil, un pour tout x'(n), etc. Donc avec toutes les pour tout de toutes les variables qui existeraient ici. Donc à chaque fois que vous voyez une variable, vous savez en fait qu'il y a un pour tout. D'ailleurs, vous rappelez même l'ordre des pour tout ici, de toute façon, c'est pas important, on peut les mélanger, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc la forme finale qu'on obtient, c'est un ensemble de clauses. Et si on regarde notre exemple, ok, donc maintenant on devrait pouvoir comprendre sur notre exemple de la douane, comment passer de ça à ça. Alors, juste, on verra ça plus en détail, mais il faut que je prenne d'abord la négation de la conclusion. Donc, je vais écrire ici et que je remette ça dans l'ensemble des hypothèses. Donc, je vais réécrire ça, la négation. Ok, donc un petit de Morgan. Alors, avant, on passe la négation par le quantificateur, donc il va se changer en pour tout. Et un de Morgan, du coup, non P de X ou non C de X. Donc ici, en fait, on a déjà une forme normale négative, on a aussi une forme prénexe et on a aussi, en fait, c'est déjà schémisé puisqu'il n'y a pas de quantificateur existentiel. Donc celui-là, on doit le retrouver directement dans l'ensemble quelque part et il est ici. Ok, donc ça va. Prenons celui-là qui est facile aussi. Donc on obtient, on a ça. Donc on va transformer celui-ci en OU et avec un nom devant le P. Donc ça nous fait non P de X ou non V de X. Lui aussi, il est sous la bonne forme directement, donc on devrait le retrouver là. Oui, il est ici. Alors oui, en passant ici, on voit que les variables n'ont pas des noms différents entre les différentes clauses. Donc on verra, ce qui est important en fait, c'est quand on utilise les clauses de bien renommer les variables. Ça, on verra ça dans la vidéo suivante. Alors maintenant, ce que vous avez qu'à faire pour terminer, c'est essayer de me transformer ça et de voir si vous retrouvez le reste dans l'ensemble. Donc je vous laisse faire ça, vous avez qu'à faire une petite pause sur la vidéo. Ok, donc on est parti. On va prendre la première, donc celle-ci, et on va la transformer. Donc je vais d'abord la réécrire. Ok, alors
on va bien parenthèser les choses. Le et étant prioritaire, on a des parenthèses ici. Donc maintenant, on va d'abord mettre sous forme normale négative. Ah oui, donc n'oubliez pas, hein, le pour tout, il porte bien sur toute la formule. Il n'est pas dans les parenthèses là. Donc on transforme ça en ça et on remplace l'implique par un ou. Ok, donc on va maintenant transférer le nom à l'intérieur. Donc un de Morgan. Ok, donc on obtient ça. Alors oui, j'ai oublié, pas oublié de changer le symbole est en OU. Ok, alors maintenant, on est bien sous forme normale, négative, mais il faut remonter le quantificateur existentiel. Donc, est-ce qu'il apparaît un Y là ou derrière? Non. Donc là, le Y, sa portée, c'est tout ça. Donc je regarde, je rappelle s'il y en a un par là ou s'il y en aurait un éventuellement par là. Donc c'est pas le cas. Donc je remonte tranquillement le il existe Y. Ok, on le fait disparaître ici. Et on est bien pour ça. Donc maintenant, squelémisons la formule. Donc le Y dépend d'un pour tout devant lui. Donc le Y apparaît là et là. Donc on va les modifier en une fonction du X. Ok, donc on n'a qu'à donner comme fonction donc une fonction qui n'existe pas. Alors la fonction, oui, il faut qu'elle n'existe pas dans aucune des formules, en fait. Parce que sinon, elle ferait un lien entre la formule ici, là, qu'on est en train de faire, et une des autres formules. Donc on ne veut pas de lien arbitrairement mis comme ça. Donc on crée une nouvelle fonction, mais là, il n'y a pas de problème pour f, par exemple. On peut utiliser f. Donc on va utiliser f, on va lui donner, tiens, le nom de cette variable-là, comme dans l'algo qu'on a vu, et un petit x ici. Et là, pareil, donc f de y et de x. Donc, on peut maintenant supprimer ça. Alors, on est pas mal. Est-ce qu'on a une forme normale conjonctive? Non. Là, c'est OK, mais là, il y a un « et ». Donc, on va distribuer tout ça, en fait, sur ça et ça. Donc, on va obtenir au final donc on obtient ça. Donc on obtient ici une clause et ici une autre clause. Donc je vous rappelle, comme on avait vu précédemment dans le cours, une formule quelconque ne peut pas se transformer forcément en une seule clause. Là on en a l'illustration, on a deux clauses. Maintenant, le pour tout x, il est implicite, on peut l'enlever. Et est-ce qu'on retrouve ces deux formules quelque part? Donc est-ce que là, oui, celle-là, elle est ici. Donc parfait, on a ça, on a le S, ok super. Et la deuxième là, alors elle est là. Ok, c'est bien ça. Donc super, on a ça. Donc maintenant, il nous reste plus que la dernière là à transformer pour voir si on obtient. Donc alors apparemment, ça se transforme en plusieurs choses, en plusieurs clauses, tout ça. On devrait trouver tout ça. Donc je vais réécrire celle-là et on est parti. Ok, donc on a la formule, il faut la transformer en forme normale négative. Donc ici, comme d'habitude, on va enlever le implique. Donc on rajoute le nom et on met un ou. Ok. Donc maintenant, il faut remonter les quantificateurs en tête de formule. Donc le pour tout, on va le remonter ici. Et il n'y a pas de y qui traîne avant ou après, donc c'est parfait. Ok, alors maintenant, il va falloir encore une fois... Ah non, rien du tout. Tout est parfait ici, puisqu'on a
une clause ici, une autre clause ici, et une dernière clause ici. Oui, alors ça s'arrêtait là, à vrai dire. On a bien les 3 ici. Donc on a... Ah oui, je suis bête. J'ai oublié la squelémisation. Donc le il existe x ici, donc dépend d'aucune... il n'y a aucun quantificateur universel avant, donc ça va être une constante. Donc on va n'a qu'à transformer ça, le x, en c de x. C de x, on l'a vu nulle part, donc c'est bon. Donc tous les x ici, ça va devenir des c de x. C de x et c de x. Alors, est-ce qu'on retrouve nos éléments? Donc celui-là, e de c de x, c'est celui-là. Alors oui, on va enlever ça. Et celui-là est implicite maintenant, donc je l'enlève. Donc je vous rappelle, on ne met pas les quantificateurs universels, on ne les voit pas apparaître ici dans les formules parce qu'ils sont implicites. Alors, est-ce que ça, je le retrouve? P de C de X, P de C de X est ici, parfait. Et le dernier, non S, ça, ok, super. Tout est bon. Donc là, vous voyez, on a réussi maintenant à passer. Alors, de ça à ça. Donc, on est fin prêt pour pouvoir faire maintenant les démonstrations, ce qui nous permettra d'obtenir ça. Et de conclure, du coup, pour ce problème-là, que oui, il y a bien un douanier qui est dealer de drogue, passeur de drogue. Donc, à vous de jouer sur cette formule-là. Donc, on est parti depuis le début. Alors, on a un ensemble. Alors, c'est pas une formule, pardon, c'est carrément un ensemble. Donc, on a plusieurs choses à transformer. On a ça jusque là. Donc, première formule, celle-ci. Et deuxième formule, celle-ci. Ok, alors, on va s'attaquer à celle-là maintenant. Alors, si on regarde, j'ai ça qui va se transformer en OU. Donc, je vais mettre directement ici. Et le nom va être là. Donc, quand je vais transférer le nom, donc ici, il va y avoir un il existe Z, un nom R de X, Y, Z. Donc, ou ce truc-là, tout ce truc-là. Et le il existe X, tout Y, ça ne change pas. Ok, donc je vous rappelle, hein, ça s'arrête ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette formule? Donc, il va falloir remonter. Alors là, ici, on va avoir un il existe X et on a un pour tout X à l'intérieur ici. Donc le même nom de variable. Donc ici maintenant, alors je vais quand même le réécrire pour que ce soit plus clair. Ok, donc on obtient ça. Donc c'est bon. Maintenant, on veut, donc c'est sous forme normale négative, on veut mettre sous forme prénex, donc il nous reste à remonter en fait celui-ci. Alors, le problème, c'est qu'il va capter, donc si on le remonte tel quel, il va capter le x ici. Donc on va changer son nom et on n'a qu'à mettre, pourquoi pas, bah tiens, il y a le prime qui est déjà là, tout x prime, voilà. Donc là, on est bien. Donc on va remonter ça, donc on va obtenir du coup OK. Alors, il faut mettre sous forme, donc il faut qu'on squelémise, donc mettre sous forme de squelème. Donc on a du coup ça et ça à enlever. Donc le il existe x, ça va être une constante. Donc on n'a qu'à rajouter directement, vu qu'il n'y a pas de quantificateur universel avant. Donc ici, ça va devenir une constante, donc j'ai qu'à l'appeler c de x. Et c'est tout. Ensuite, donc ça, c'est bon. Le il existe z ici, ça va être une fonction de y. Et est-ce qu'on peut prendre le nom f? Non, parce que le nom f, il est déjà utilisé ici.
Est-ce que je peux prendre le nom G? Oui, c'est pas utilisé là, ni dans la deuxième formule ici. Donc je vais pouvoir utiliser G. Donc le Z va être transformé en une fonction de Y, donc G de Y. Donc on doit changer ici, et c'est tout. Donc ici, j'ai, allez, on va mettre un petit Z de Y. Et il n'y a pas de Z autre part, donc c'est bien, on peut aussi virer celui-là. Donc cette fois-ci, on a notre formule qui est presque bonne, puisqu'il nous reste encore une chose à faire, c'est de distribuer, puisque là on a un OU ici, et ce qu'on aurait voulu, c'est, n'oubliez pas, c'est une forme normale conjonctive, donc ça, c'en est pas une, donc il faut distribuer ça sur ça et ça. Donc là, ce qu'on obtiendrait au final, c'est tout y, tout x', et je distribue. Voilà, donc on a transformé la première. Donc maintenant, il reste à transformer la seconde. Mais du coup, je vais vous laisser faire ça. Donc vous allez voir que l'équivalence ici, va falloir la transformer. Et alors, est-ce que... Il y a plusieurs façons de transformer l'équivalence, mais il y en a une qui va être plus facile. Vous aurez, pour la dernière étape de la forme normale conjonctive, ce sera plus simple. Donc je vous laisse essayer de faire ça par vous-même, et si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas dans le Discord. Alors oui, juste avant de passer à la suite, remarquons ici que les deux clauses qu'on obtient, donc si on veut tout mettre ça dans l'ensemble, ça va être celle-là. Donc bien sûr, c'est implicite, c'est pour tout, donc on ne les mettrait pas, mais on obtiendrait cette clause-là, donc on mettrait là par exemple, virgule, et la deuxième clause, c'est ça, qu'on remettrait ici. Et après, bien sûr, à vous de jouer sur celle-ci, et on obtiendrait d'autres clauses encore. Et du coup, pour résumer ce qu'on a vu, donc on est passé d'un ensemble de formules quelconques à un ensemble de clauses. Donc voilà, on n'a pas obtenu en fait une équivalence sémantique entre H et H', donc à cause de la schémisation, mais ce qu'on a, et ce qui est important pour nous, pour la résolution, c'est ça, c'est que l'ensemble de départ H est contradictoire, si et seulement si H' l'est aussi. Donc maintenant, on a fait tout ça en fait pour pouvoir utiliser le système de résolution et faire nos démonstrations. Donc, comme on avait vu, maintenant le problème dans la logique des prédicats, c'est qu'on a une infinité d'interprétations. Donc on ne peut pas utiliser, comme on avait vu dans les propositions, des tables de vérité pour répondre à toutes les questions. Et du coup, on va être obligé de faire des démonstrations, ce qui va nous permettre de montrer des choses infinies finalement, qu'une formule est une tautologie, donc vraie dans toutes les interprétations possibles, et ça, ceci en faisant un nombre d'étapes finies, donc des démonstrations, donc un nombre de choses finies, les démonstrations, dans le système de résolution. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.